Est-ce que vous voyez bien le potala? Absolument, absolument. On voit tout à fait bien le potala sur D'accord, ton écran. très bien. Donc, on va parler de l'adaptation à la haute altitude. Alors, la haute altitude, ça fait partie théoriquement d'un environnement extrême pour lequel on n'est pas foncièrement prêt à être parfaitement adapté. Et donc, on va voir quelles sont les stratégies possibles d'adaptation et comment elles ont éventuellement évolué avec le temps. Donc là, effectivement, c'est le Potala, au Tibet, à Lhasa. Eh bien, il faut voir que quand on arrive pour visiter le Potala, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà fait, mais on arrive en avion directement à 3600 mètres d'altitude. Et donc, ça peut faire un choc parce qu'on n'est pas acclimaté et donc on est directement soumis à l'hypoxie. Alors, je ne peux J'essaye de. Oui, c'est ça, je dois cliquer là pour faire avancer. Donc la problématique, c'est s'adapter à un environnement extrême. Mais on arrive tout de suite à une définition, c'est qu'est-ce que c'est qu'un environnement extrême? L'inverse, ça serait un environnement naturel. Alors, c'est une notion tout à fait subjective. Là, actuellement, je suis à Vézelay, en Bourgogne. Donc, vous avez un paysage vallonné, très calme, très joli, très vert. Ça paraît très confortable. Pour d'autres, ça le serait moins. D'autres préféreraient peut-être être en Floride. Pour certains, l'environnement de Paris peut être tout à fait extrême, surtout dans les embouteillages. Si vous essayez d'aller sur la surface de Titan, là, manifestement, ce sera un environnement qui n'est pas du tout apte à développer la vie terrestre. Et puis, donc, l'Everest, donc 8848 mètres. Alors, c'est bien sur Terre, mais c'est quand même un environnement extrême. Alors, l'environnement naturel, l'espace habituel, en fait, les modifications de cet espace peuvent être en permanence. Hein. La température peut changer, comme on l'a vu ces dernières semaines. Plein de choses dans l'environnement peuvent changer. Et ces changements entraînent des réactions physiologiques ou comportementales. On frissonne, on s'habille, on se déshabille, etc. Mais ces réactions passent la plupart du temps inaperçues parce qu'elles sont considérées comme naturelles. Et finalement, l'homéostasie, c'est-à-dire la constance du milieu intérieur, peut être facilement conservée parce que les contraintes, les sollicitations sont peu importantes. Maintenant, l'environnement extrême est par définition hostile, il est inhabituel, et l'organisme humain, à ce moment-là, doit développer des mécanismes d'adaptation en réponse à ces sollicitations. Euh, Ces mécanismes d'adaptation peuvent permettre de conserver une activité quasi normale si le côté extrême n'est pas trop important, conserver une autonomie satisfaisante et au minimum permet de survivre, c'est-à-dire quelques instants, quelques heures, quelques jours, parce que là, les contraintes sont trop difficiles à surmonter. Donc, le maintien de l'homéostasie nécessite forcément dans ces conditions des mécanismes de régulation extrêmement efficaces pour que tous nos organes et toutes nos cellules puissent fonctionner. Alors, l'environnement extrême peut être létal, hein, comme, je ne sais pas, si vous vous amusez à rentrer dans un volcan en éruption, ou quelque chose comme ça, mais l'adaptation peut être possible. Et comme vous le savez, il y a trois niveaux en fait, possibles d'adaptation à des contraintes, environnementales en particulier. Le niveau, on pourrait dire, basique, c'est le niveau technologique, hein, c'est-à-dire qu'on va utiliser un appareil pour nous protéger contre l'environnement stressant. Hein. Si on est dans le froid extrême, eh bien, on va se mettre une doudoune. Si on va au sommet de l'Everest, on va respirer des bouteilles d'oxygène. Si on va sur la Lune, eh bien, on va se protéger dans une fusée, etc. Donc ça, c'est le niveau culturel technologique. Le deuxième niveau, c'est le niveau physiologique, c'est-à-dire qu'on va laisser l'organisme développer des réactions physiologiques. Par exemple, en altitude, eh bien, on va se mettre à produire des globules rouges. Dans le froid, on va se mettre à frissonner. Il y a plein d'exemples comme ça. Mais ces réactions physiologiques vont nous aider à subir ces contraintes. Mais dès que les contraintes ont disparu, eh bien, l'organisme revient à son état basal. Donc, ces adaptations physiologiques sont transitoires et adaptées à la contrainte de façon instantanée.
Et puis le troisième niveau, le plus abouti, je dirais, c'est le niveau génétique, c'est-à-dire que là, eh bien, nos gènes sont tels que nous sommes parfaitement finalement adaptés à un environnement qui peut être considéré pour d'autres espèces animales comme extrême. Par exemple, les extrémophiles, qui sont des organismes qui vivent au fond des mers à des températures extrêmement fortes avec des pH acides, etc. Nous, on ne pourrait pas survivre, mais ces organismes ont un code génétique qui leur permet finalement d'avoir des mécanismes d'adaptation tout à fait efficaces dans ces conditions par ailleurs extrêmes. Alors, donc, en bleu, là, c'est notre espace habituel, tranquille, où bon, on peut subir des petites variations, mais enfin, tout va bien. Et puis, en bleu foncé, c'est l'espace létal, où on peut vraiment que faire quelques incursions parce qu'on ne pourrait pas y survivre. Et entre les deux, il y a un espace d'acclimatation ou d'adaptation qui permet d'aller, de se situer un petit peu entre les deux et de frôler parfois des contraintes sévères, mais toujours quand même de pouvoir assurer au minimum une survie. Donc, la survie, elle, ne peut se faire que de façon, par définition, très transitoire. On ne peut pas vivre de façon permanente au sommet de l'Everest. Alors, pour se fixer sur l'environnement de haute altitude, c'est quoi la haute altitude? À partir de quand on est en altitude? Ça aussi, c'est assez variable. Quels sont les gens qui vont en altitude? Eh bien, les alpinistes, là, vous avez le sommet du Mont Blanc, 4807 mètres. On est déjà en hypoxie. Hein, c'est déjà à peu près une pression d'oxygène qui est presque en dessous de la moitié de ce qu'on a au niveau de la mer. L'Everest, alors ça, 8848 mètres, là on a le tiers de la pression d'oxygène du niveau de la mer. Hein. Donc, eh bien, c'est une contrainte extrêmement sévère. Mais pour des gens plus comme nous, je dirais, il y en a certainement peu d'entre vous qui ont été au sommet d'Everest. Mais par contre, le trekking, c'est une activité de randonnée qui est très courante. Pas en ce moment, puisque la plupart des pays sont fermés. Hein. Mais on voit par exemple sur ce trekking autour des Annapurna au Népal, on passe un col à 5416 mètres d'altitude, ce qui représente un peu moins de la moitié de la pression d'oxygène qui est disponible du niveau de la mer. Donc on est vraiment là une contrainte sévère. Alors il y a des gens qui vivent de façon permanente en haute altitude, et il y a 3 ou 4 régions dans le monde où il y a des gens qui vivent en altitude. Une des régions principales, c'est l'altiplano andin, les pays andins, donc entre 3005 et 5000 mètres d'altitude, depuis au moins 10 000 ans. Hein. Là, vous avez une vie tout à fait normale avec la capitale de la Bolivie, La Paz. On n'a pas l'impression d'être à 3500 mètres. Hein. Dans 3500 mètres dans les Alpes, on est déjà au bord de la neige, hein, dans les forêts et tout. Ça, c'est le lac Titicaca, donc, qui est à presque 4000 mètres, où de nombreuses personnes vivent de façon permanente. L'autre région du monde où des populations vivent en haute altitude, c'est l'Asie, l'Himalaya ou le Karakoram, avec bien sûr le Tibet, le Népal, le Bhoutan, l'Inde, tous ces pays-là, et où il y a une activité économique importante. Et on reviendra là-dessus tout à l'heure, mais où on s'est posé assez récemment, depuis une dizaine d'années, la question d'une adaptation génétique de ces populations tibétaines ou sherpas à la haute altitude. Alors voilà, alors, je vous demande d'apprendre par cœur cette diapositive. Non, c'est juste pour vous montrer que l'hypoxie, eh bien, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes nos cellules consomment de l'oxygène. Toutes nos cellules ont un métabolisme aérobie, et donc l'oxygène est absolument indispensable. Et donc la détection de manque d'oxygène, l'hypoxie, devient absolument essentielle pour la survie de notre organisme, de la vie en général. Alors, on a plein de capteurs qui sont sensibles à l'hypoxie, et on a un certain nombre de gènes sur lesquels il y a des portions qui sont sensibles à l'hypoxie et qui vont se mettre à produire un certain nombre de facteurs. Le plus connu, c'est IF1 alpha, hein, qui a fait l'objet d'un prix Nobel l'année dernière, donc Hypoxia Inducible Factor. Et ce même facteur va déclencher la production d'autres facteurs comme
le VEGF, qui est un facteur de croissance endothéliale, le NO, le monoxyde d'azote, qui a plein d'actions, l'érythropoïétine, qui va produire des globules rouges, etc. Et donc, tous ces facteurs vont participer à des boucles de régulation. Alors, à gauche, vous avez vraiment des capteurs qui sont impliqués dans des boucles de régulation qui concernent le transport de l'oxygène. À droite, c'est plus tellement sur le transport d'oxygène, c'est sur autre chose. Donc, on va stimuler des chémorécepteurs, et on va en reparler tout à l'heure. On a des petits capteurs dans les vaisseaux carotides, des vaisseaux du cou, qui sont sensibles au manque d'oxygène et qui vont entraîner des modifications du système cardiovasculaire, du système respiratoire. On a des capteurs aussi dans les reins qui vont être stimulés, produire de l'érythropoïétine qui va augmenter le nombre de globules rouges. Et puis, il y a plein d'autres cellules, les pneumocytes dans les poumons, les cellules musculaires lisses, les cellules endothéliales, les cellules hormonales. Je ne rentre pas dans les détails, mais l'hypoxie est vraiment un stimulus essentiel qu'il faut absolument détecter pour éviter que les cellules se mettent en danger. Alors, petite parenthèse, juste une petite parenthèse historique, ça fera sourire Jean-François sans doute, puisqu'il connaît cet article. C'est quand est-ce qu'on a inventé le mot hypoxie? Pour nous, ça paraît assez banal, l'hypoxie, oxygène, hypo, c'est-à-dire manque d'oxygène, donc c'est clair. Eh bien, en fait, jusque dans les années 40, ce mot n'existait pas. On utilisait le mot anoxie. Alors, ça peut paraître bizarre parce que anoxie, ça veut dire absence de, donc absence d'oxygène. Donc, on n'est jamais en absence d'oxygène. Il y en a toujours un peu, même si on monte très haut en altitude, il y a toujours un peu d'oxygène. Mais en fait, c'est un cardiologue américain, Carl Wiggers, qui a décidé finalement qu'il y avait une transition entre un état d'hypoxie, en faisant respirer un mélange de gaz appauvri en oxygène à des patients. Il a mesuré, vous voyez, tous ces paramètres, l'hémoglobine oxygénée, la pression artérielle, le volume sanguin, etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais il s'est dit qu'il y a quand même une différence entre l'hypoxie, c'est une zone pour laquelle finalement on a des défenses, on peut s'adapter, et puis l'anoxie, où là vraiment ça devient très dangereux parce qu'il y a très peu d'oxygène et on met la survie de l'organisme vraiment en danger. Ça, c'était une petite parenthèse historique, mais vous voyez, c'est très récent, alors que les effets du manque d'oxygène étaient connus depuis Paul Bert, c'est-à-dire depuis la fin du 19e siècle. On savait que les problèmes en altitude étaient dus au manque d'oxygène. Alors, cet oxygène... Oui, il y a quelqu'un qui... Oui, c'est moi qui vais... Je suis désolée. Excusez-moi, vraiment. Allez-y. C'était une question ou non? C'était pas une question. Non, je pense que c'était un... Ah d'accord, c'était OK. Donc, l'idée, c'est de dire que l'altitude... Alors, l'altitude, ça fait baisser la pression barométrique, il y a moins d'air, la densité de l'air diminue, mais la proportion d'oxygène dans l'air reste la même, on a toujours 21% d'oxygène dans l'air. Donc, si la pression barométrique baisse, la pression d'oxygène dans l'air inspiré baisse, ce qui fait que la pression dans les alvéoles en oxygène diminue, ça diffuse dans le sang, la pression dans le sang diminue, c'est transporté par les globules rouges jusqu'aux tissus, la pression dans les tissus en oxygène diminue, et cet oxygène il doit être consommé pour produire de l'énergie. Donc, dans toutes les étapes entre l'air ambiant et la cellule, il y a différents phénomènes. Il y a la ventilation, il y a la diffusion de l'oxygène dans les poumons, il y a le cœur qui va pomper le sang et le distribuer aux tissus, et il y a la diffusion de cet oxygène vers les tissus pour être consommé sur place. Et donc, chaque étape peut être soumise à contraintes, et chaque étape, finalement, va réagir pour essayer de contrer la baisse de pression dans l'air ambiant. Il y a moins d'oxygène qui arrive ici et on voudrait qu'il y en ait autant qui arrive ici. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe entre les deux. Et on va voir que la respiration va s'accélérer, le cœur va s'accélérer. La diffusion, par contre, on ne peut pas faire grand-chose. La diffusion, ça dépend de la différence de pression entre deux compartiments et on ne peut pas vraiment jouer dessus. Alors, la ventilation, par exemple, quand vous allez faire un effort en altitude, eh bien, vous allez hyperventiler spontanément parce que vous allez stimuler vos chémorécepteurs. Et donc, par exemple, ça, c'est la ventilation au cours d'un effort. Alors, dans un effort moyen, vous allez doubler votre respiration entre le niveau de la mer et 5008
on respire plus vite pour essayer de capter plus d'oxygène. Alors ça, c'est dû à des petites cellules absolument fantastiques du glomus carotidien qui sont situées donc dans la bifurcation carotidienne et qui sont sensibles au manque d'oxygène par des capteurs qu'on sait maintenant que c'est lié à des canaux potassiques vraisemblablement. Ça envoie l'information au centre nerveux et immédiatement, vous avez un réflexe d'hyperventilation et de tachycardie. Alors, une des choses que j'ai beaucoup étudiées dans ma carrière, et depuis 25 ans, 30 ans maintenant, je dirais, c'est la sensibilité de ces chémorécepteurs. Alors, il se trouve qu'on n'est pas tous égaux devant l'hypoxie. Il y a des gens qui ont des bons chémorécepteurs, entre guillemets, d'autres qui ont des chémorécepteurs plutôt feignants. Et ça va déterminer en fait la facilité avec laquelle ils vont s'adapter au manque d'oxygène. Donc pour ça, j'ai inventé un test qui s'appelle le test d'effort en hypoxie, qui permet de faire un effort alors modéré, hein, ce n'est pas un effort maximal, on simule une activité de randonnée, de marche, mais on fait respirer à un moment dans le test une FiO2 à 11,5%, ce qui correspond à peu près à une altitude du Mont Blanc, 4800 mètres. Donc le sujet ne sait pas quand est-ce qu'il respire de l'air normal ou de l'air hypoxique, on tourne ce petit robinet là, et on enregistre sa fréquence cardiaque, sa ventilation, sa saturation en oxygène, et ces paramètres nous permettent de déterminer la sensibilité de ces chémorécepteurs et donc sa tolérance à l'hypoxie. Alors maintenant, c'est un test qui est utilisé dans une vingtaine de centres en France, de médecine du sport et particulièrement de médecine d'altitude, et qui permet à des gens qui vont partir en trekking, par exemple, ou en expédition, ou même pour travailler en altitude, d'évaluer leur tolérance à l'hypoxie. Et chez certaines personnes qui seraient plutôt intolérants, leur donner des conseils spécifiques, voire des traitements qui les aideront à s'adapter à la haute altitude. Alors, c'est génétiquement, on n'a pas découvert de gène, mais disons que vous naissez avec votre sensibilité à l'hypoxie. Dans la vie courante, au niveau de la mer, ça n'a aucun impact si vous avez des mauvais chémorécepteurs, entre guillemets. Mais si vous allez en altitude, eh bien, vous aurez plus de difficultés si votre réponse ventilatoire à l'hypoxie est diminuée. Alors, le cœur maintenant. Alors tout de suite, on se dit, oh là là, si j'ai une maladie cardiaque, c'est très mauvais d'aller en altitude, le cœur supporte pas bien. Mais en fait, le cœur normal, il faut bien le dire, supporte très très bien la haute altitude, même le sommet de l'Everest. Jamais aucun alpiniste n'est mort d'un infarctus ou n'a fait de crise d'angine de poitrine au sommet de l'Everest. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cœur sain, encore une fois, développe un mécanisme de désensibilisation des récepteurs adrénergiques. À force d'être bombardé par des catécholamines, il y a un phénomène de désensibilisation des récepteurs bêta-adrénergiques cardiaques qui fait que la fréquence cardiaque maximale, que vous voyez ici sur la courbe verte, si vous avez 180 pulsations cardiaques maximales au niveau de la mer, eh bien avec l'altitude, progressivement, ça diminue. Et vous voyez qu'à 8000 mètres, eh bien, votre cœur ne peut pas dépasser les 130. C'est comme si vous aviez une cale sous l'accélérateur. Hein. Le cœur fonctionne bien, mais il est, comme on pourrait dire, bêta-bloqué de façon naturelle à cause de cette désensibilisation des bêta-récepteurs adrénergiques. Alors ça, évidemment, ça a un côté négatif parce que si votre cœur bat moins vite, eh ben, le débit cardiaque est ralenti, donc on transporte moins d'oxygène en périphérie, donc automatiquement, vous allez faire des efforts plus limités en altitude. Mais ça a un bon côté, c'est que ça va protéger votre cœur contre une trop forte consommation d'oxygène. Si vous étiez à 8000 mètres avec un cœur qui bat à 180, probablement, il n'y aurait pas assez d'oxygène qui arriverait pour contribuer à la production d'énergie. Et là, vous feriez un infarctus ou un problème grave. Donc, c'est une autoprotection cardiaque contre la trop forte consommation d'oxygène, cette désensibilisation qu'on observe en hypoxie chronique. Alors, sans rentrer dans les détails, mais ça implique un certain nombre de voies de transduction du signal. Le bêta-récepteur va être down-régulé, c'est-à-dire qu'il y a des récepteurs qui disparaissent. La protéine GS qui couple le bêta-récepteur à l'adénylate cyclase, son activité diminue. Au contraire, la GI est activée. Bref, il y a tout un mécanisme moléculaire qui se met en place et qui aboutit finalement à une diminution de la production d'AMP cyclique et donc à une baisse au total des courants ioniques et donc de la fréquence cardiaque. Alors, la troisième étape, on a vu la respiration qui s'accélère, le cœur qui s'accélère mais pas trop.
il reste le sang. Donc, on sait qu'on va, on dit toujours, on va s'oxygéner à la montagne. Hein. Donc, alors, faut plus dire ça du tout parce que la montagne, il y a moins d'oxygène au sommet du Mont Blanc que sur le périphérique à Paris. Donc, on ne va pas s'oxygéner, on est en hypoxie. Mais par contre, on dit ça souvent parce que on a l'impression que quand on revient de la montagne, on se sent en forme et tout. Pourquoi? Parce qu'on a fabriqué des globules rouges supplémentaires, c'est l'érythropoïèse qui est stimulée. Et vous voyez qu'à partir de 2000 mètres, on commence à avoir une augmentation du taux d'hémoglobine. Ça augmente très franchement à partir de 4000. Et si vous restez longtemps au-dessus de 5000 mètres, vous pouvez avoir des concentrations d'hémoglobine qui arrivent à 20, 21, voire 24 grammes pour 100 millilitres. Alors, quand ça arrive à ces taux-là, c'est plus vraiment un avantage parce qu'on a un sang qui devient très visqueux avec des risques de thrombose, d'accidents vasculaires, etc. Mais c'est bien, quand on reste à des niveaux relativement modérés, comme 17, 18, eh bien c'est un avantage d'avoir plus de globules rouges, puisque ça vous permet de transporter plus d'oxygène. Et l'hormone qui nous permet ça, c'est l'érythropoïétine. Donc vous voyez, par exemple, quand vous allez faire un séjour à 4300 mètres, eh bien, au bout des 2 premiers jours, vous avez un pic de PO, là, puis ensuite ça se calme un peu, même si vous restez en altitude, ça se calme. Donc cet EPO va stimuler la voie de synthèse des globules rouges dans la moelle osseuse et au bout de quelques jours, vous allez voir apparaître des globules rouges. Donc ils vont vous permettre de mieux transporter de l'oxygène. Donc au total, ça, vraiment pour résumer les effets de l'hypoxie qui sont extrêmement vastes et variés et nombreux, vous avez d'une part des processus d'uprégulation, de stimulation, hein, avec activation de nombreux gènes et de boucles réflexes. On hyperventile, on est tachycarde, on produit plus de globules rouges, il y a plein de choses qui se passent. Donc on est dans un état d'activation, mais en même temps, l'hypoxie entraîne des processus de down-régulation, c'est-à-dire de protection contre l'hyperventilation. Parfois, dans plein de situations, la réponse à la contrainte entraîne elle-même des perturbations qui peuvent être dommageables. Et bien là, l'organisme a trouvé des processus qui finalement protègent contre une trop forte activation de boucles réflexes et au centre de ces processus de protection, ce sont les désensibilisations de récepteurs. J'ai parlé des récepteurs bêta-adrénergiques cardiaques, mais il y a d'autres récepteurs aussi qui sont désensibilisés en hypoxie et qui vont protéger donc contre l'hyperactivation. Et donc ça va entraîner un état de résistance et finalement une bonne acclimatation à l'altitude. C'est un bon équilibre entre cet état d'activation et cet état de résistance. Alors, passons au niveau génétique maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Les mécanismes donc sont inscrits dans le patrimoine génétique de l'individu. Ils permettent une activité quasiment normale pour l'espèce considérée. Donc, le coût énergétique de cette adaptation est nul puisque finalement, il fait partie du gène. Parce que, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que tous les mécanismes qu'on a vus là de réaction contre l'hypoxie, ils coûtent de l'énergie. Hein. Vous respirez plus vite, donc ça coûte de l'énergie aux muscles respiratoires, votre cœur s'accélère, ça coûte de l'énergie, vous produisez des globules rouges, ça coûte en synthèse de protéines, etc. Tout ça, ça coûte de l'argent, si je puis dire. Eh bien, chez une espèce pour laquelle ces mécanismes sont inscrits dans les gènes, ça coûte plus rien. Alors, actuellement, vous savez que la FiO2 est de 21%. En gros, une molécule sur 5 dans l'air, c'est de l'oxygène. Ça n'a pas toujours été le cas. Il faut bien voir que si on repart à là, vous avez moins 100 millions d'années, 200, 300, 400, 500, 600 millions d'années sur la Terre, eh bien, vous voyez qu'il y a eu des périodes, par exemple, autour de moins 80 millions d'années, on était en hyperoxie, on avait 25% d'oxygène dans l'air. Par contre, autour de 200 millions d'années, on était en hypoxie. On était à peu près à 15%. Donc, on était tous déjà, même au niveau de la mer, on était à 3000 mètres. Et puis, il y a eu un gros pic là autour de 300 millions d'années où on était en hyperoxie, mais alors, très franche, vous voyez, plus de 35% d'oxygène. Alors, on peut imaginer que les processus, les mécanismes qu'on voit maintenant actuellement dans nos cellules se sont développés à la suite de ces expositions très sévères et prolongées
dans des environnements différents, hypoxie ou hyperoxie. Donc, on a peut-être développé des mécanismes d'adaptation à l'hypoxie déjà il y a 200 millions d'années. On a peut-être développé des mécanismes contre l'hyperoxie. Hein. L'hyperoxie, c'est pas bon non plus. Hein. C'est tous les mécanismes d'oxydation des protéines ou des lipides avec les oxydants. Hein. Et donc, on a peut-être développé des mécanismes antioxydants à cette époque-là, à moins 80 millions d'années ou moins 300 millions d'années, à l'époque où on était soumis à 25 à 35% d'oxygène. Mais bon, là, on est à 21%, ce qui était à peu près le cas d'ailleurs il y a tout à fait au début, là, à moins 600 millions d'années. Alors, quelques exemples de stratégies d'adaptation. On va passer en revue quelques espèces animales, parce qu'elles sont adaptées depuis beaucoup plus longtemps que l'homme à l'altitude. Hein. Et puis après, on verra ce qui se passe chez l'homme. Alors, un animal qui est connu, qui est célèbre, hein, qui est le lama de l'altiplano, qui vit entre 3000 et 5000 mètres d'altitude. Et puis, vous avez l'oie cendrée de l'Himalaya, qui est une oie qui vole au-dessus de l'Everest. Hein, au moment des passages du nord au sud, elle est obligée de voler à plus de 8000 mètres. Sur quoi va jouer l'adaptation génétique pour essayer de s'adapter à l'altitude? Alors, ça peut jouer évidemment sur le système ventilatoire. Il y a peut-être des espèces qui vont ventiler mieux, donc capter plus d'oxygène. D'autres espèces qui vont modifier leur transport d'oxygène dans le sang en jouant essentiellement sur l'hémoglobine et en particulier sur l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. D'autres vont jouer sur la circulation pulmonaire en particulier, parce que l'hypoxie, on va le voir, mais ça entraîne un processus pathologique grave en hypoxie qui entraîne une vasoconstriction et donc une hypertension artérielle pulmonaire. Et donc, des espèces animales qui n'en ont pas sont plutôt avantagées. Ça peut jouer sur le transport et l'utilisation d'oxygène dans les tissus, et ça peut aussi jouer au niveau embryonnaire. L'embryon va mieux gérer son état hypoxique. Alors, chez les mammifères, par exemple, on s'aperçoit que chez le lama, lui, il hyperventile pas. Il choisit une autre stratégie. Il a un seuil plus bas d'hyperventilation. Il hyperventile pas. On va voir ce qu'il fait. Chez les oiseaux, par contre, l'oie cendrée, elle hyperventile et ses échanges gazeux sont par contre-courant, donc sont beaucoup plus efficaces pour capter l'oxygène qui arrive dans les voies respiratoires. Et la capacité de diffusion de l'oxygène est accrue chez cette espèce-là. Des modifications au niveau du système adrénergique à l'hypoxie. Eh bien, vous avez vu tout à l'heure ce mécanisme de désensibilisation des bêta-récepteurs. Eh bien, ça a l'air d'être présent dans pas mal d'espèces animales adaptées à l'altitude, comme le cobaye qui vient des hauts plateaux andins et qui persiste, chez lesquels on a fait des études avec des collègues péruviens là-dessus, chez qui persiste ce phénomène de désensibilisation. La circulation pulmonaire, j'en parlais tout à l'heure, il n'y a pas d'hypertension artérielle pulmonaire, par exemple, chez le lama, le yak, le pika, je vous montrerai ce que c'est un petit lagomorphe qui vit sur le plateau tibétain, alors qu'on a une HTAP très sévère chez le rat, chez la vache, chez beaucoup de mammifères qui vivent au niveau de la mer. La circulation systémique, eh bien, chez les oiseaux, il y a souvent une augmentation du débit sanguin cérébral pour essayer d'apporter plus d'oxygène au cerveau et qui permet à l'animal en migration de garder la tête froide, si je puis dire, pour bien ne pas se perdre quand il va rejoindre ces endroits de migration. Alors, un point d'impact très important dans l'adaptation à l'altitude, c'est le transport d'oxygène dans le sang. Alors, il y a deux façons de jouer sur le transport d'oxygène dans le sang. Soit on peut jouer sur le nombre de globules rouges, on l'augmente. Ça, c'est ce qu'on fait nous, hein, l'être humain. On augmente le nombre de globules rouges, mais ce n'est pas très rentable. Donc, chez la plupart des espèces animales adaptées à l'altitude, il n'y a pas de polyglobulie. On choisit une autre stratégie qui est celle de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. Elle est augmentée. C'est-à-dire que pour la même quantité d'hémoglobine, eh bien, les hémoglobines de ces espèces-là peuvent fixer plus d'oxygène. C'est ce qu'on mesure par la P50, hein, qui est plus basse. Et c'est souvent lié à une mutation dans la chaîne bêta de l'hémoglobine.
Donc ça, c'est le cas par exemple du lama qui a une hémoglobine avec une forte affinité pour l'oxygène. On peut aussi modifier, certains animaux choisissent de modifier le transport et l'utilisation tissulaire de l'oxygène. Par exemple, la capillarité des tissus, alors c'est un peu controversé, mais ça a été prouvé chez certains animaux comme les oiseaux. Par exemple, la capillarité myocardique est plus forte, il y a plus de vaisseaux dans le myocarde, donc ça permet d'apporter au plus près l'oxygène dans les cellules myocardiques. La concentration de myoglobine dans les tissus, c'est vrai chez le cobaye, peut-être chez l'alpaca. Et puis, il peut y avoir aussi une adaptation métabolique. L'animal choisit de réduire son métabolisme en se disant, bon, bah, il y a moins d'oxygène, je vais réduire mon métabolisme aérobie. C'est le cas, par exemple, chez le fœtus de lama qui réduit son métabolisme cérébral en altitude. L'embryon. Alors, l'embryon, chez les mammifères, il peut y avoir parfois des modifications placentaires. C'est-à-dire que la distance intercapillaire est diminuée, c'est-à-dire que l'oxygène va diffuser plus facilement, et puis le flux, le débit sanguin dans l'utérus va aussi augmenter pour essayer d'apporter plus d'oxygène au fœtus. Dans les oiseaux, alors il y a une étude intéressante qui a été faite aussi par nos collègues péruviens, c'est sur la modification de la perméabilité de la coquille d'œuf. Alors c'est assez drôle, jusqu'à 2800 mètres à peu près, la contrainte maximale, c'est d'essayer de préserver l'eau. Donc, que l'eau qui est dans l'œuf ne s'échappe pas. Et à ce moment-là, il y a une baisse de la perméabilité de la coquille pour préserver l'eau à l'intérieur de l'œuf. Par contre, au-delà de 2800 mètres, la contrainte la plus importante, c'est de préserver l'oxygène. Et à ce moment-là, eh bien, les pores de la coquille d'œuf augmentent de diamètre pour permettre à l'oxygène de diffuser plus facilement à l'intérieur. Donc, vous voyez, il y a un choix d'optimiser les contraintes pour optimiser la survie. Alors le yak, donc vous avez vu ces photos, ces sortes de vaches là avec des longs poils. Alors c'est bien pour le froid, mais en plus ils sont bien adaptés à l'altitude. Et ils n'ont pas d'hypertension artérielle pulmonaire. Ça c'est tout à fait intéressant. Donc ils ne souffrent pas d'œdème pulmonaire, ils n'ont pas de problème cardiaque. Et si on compare la pression dans l'artère pulmonaire ici sur cette colonne-là ou la résistance de la vache, par exemple, la pression chez la vache est de 27 mm de mercure, chez le yak que de 20. Vous voyez, il n'y a pas d'hypertension. Mais si vous croisez une vache avec un yak, déjà c'est moins bon, ça fait 21. Et ça fait un zoo. Si vous croisez un zoo avec un taureau, ça remonte à 25. Etc. Donc c'est un caractère autosomique dominant, mais qui est tout à fait intéressant pour la survie en altitude. Alors le pika, on a fait quelques études, j'ai envoyé quelques-uns de mes étudiants en Chine pour chasser le pika sur le plateau tibétain. C'était toute une aventure. C'est un petit rongeur, lagomorphe, qui est présent depuis 37 millions d'années en fait, donc là, vraiment il a eu le temps de s'acclimater. Et il présente des caractéristiques tout à fait intéressantes pour l'altitude. Il n'a pas de polyglobulie, donc il n'augmente pas son nombre de globules rouges. Ça, on compare à des pikas à des rats qu'on soumet tous les deux en hypoxie. Le pika augmente très peu sa pression pulmonaire. Ça, c'est un paramètre qui mesure l'hypertrophie du ventricule droit, elle n'existe pas. Son hémoglobine est normale et des marqueurs comme inflammatoires sont normaux. Alors que chez le rat, l'hypoxie entraîne une forte augmentation de la pression, ce qui induit une dilatation de son ventricule droit et il produit plein de globules rouges. Donc vous voyez, les stratégies sont différentes. Le pika est vraiment bien adapté à l'altitude alors que le rat ne l'est pas. L'oie cendrée de l'Himalaya, on en a parlé tout à l'heure. Alors, elle n'augmente pas plus son débit cérébral en hypoxie qu'une espèce non adaptée par notion d'économie, mais par contre, le contenu en oxygène est plus élevé. Donc, le débit d'oxygène cérébral, finalement, augmente par une légère augmentation de l'hémoglobine, mais surtout par une action sur l'affinité de l'oxygène. Il a une hémoglobine qui capte mieux l'oxygène. En plus, il a un effet bord qui est plus utilisé, c'est-à-dire que l'effet bord, c'est un phénomène qui fait que le pH joue sur l'affinité de l'hémoglobine. Et donc, le pH est plus alcalin, ce qui permet de capter plus d'oxygène.
Alors, nos Péruviens, toujours, ont fait des études intéressantes sur des poules. Les poules, ça n'existait pas au Pérou avant que les Espagnols arrivent. Et actuellement, il y a des poules qui ont toujours vécu en basse altitude. Et puis, il y a des poules qui ont quasiment toujours vécu en haute altitude. Donc, elles ont eu le temps d'avoir des mutations et des adaptations génétiques à la haute altitude. Donc, ils ont fait l'expérience suivante. Ils ont pris des poules de basse altitude qu'ils ont montées pour essayer de les acclimater à la haute altitude. Puis, ils ont comparé à des poules de haute altitude qui vivent en haute altitude. Et on s'aperçoit que la reproduction est très difficile chez les poules d'en bas, que leur couvaison aussi est difficile, que leur mortalité est beaucoup plus élevée. Et en fait, on constate qu'ils ont une affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène qui est basse, alors que les poules de haute altitude ont développé une affinité haute, en fait, qui est liée à une différence de réponse de l'hémoglobine à son régulateur allostérique, l'inositol hexaphosphate. Et en fait, ça vient de la substitution d'un acide aminé sur la chaîne bêta, qui peut modifier ainsi la conformation spatiale de l'hémoglobine et jouer sur sa régulation et donc améliorer son affinité. Donc ça, c'est un exemple d'évolution qui s'est faite, darwinienne, hein, qui s'est faite, les poules de haute altitude se sont finalement, qui avaient cette substitution, eh bien, ont pris le dessus en haute altitude et se sont bien adaptés à l'environnement de haute altitude. Donc, au total, pour l'adaptation génétique à l'altitude, les stratégies, vous avez vu, sont vraiment très variées. Les points d'impact les plus importants, c'est l'affinité de l'hémoglobine, qui est souvent augmentée, une polyglobulie absente et une vasoconstriction pulmonaire hypoxique qui est absente. Le dessein, finalement, de tout ça, c'est d'arriver à une économie d'énergie, c'est-à-dire développer des stratégies qui permettent de conserver une bonne oxygénation cellulaire sans trop consommer d'énergie et donc sans trop consommer d'oxygène. C'est pour ça que tout ce qui est hyperventilation, tachycardie, polyglobulie, c'est ce qu'on observe chez nous des êtres qui vivent au niveau de la mer et qui vont en altitude mais qui ne sont pas adaptés, mais ce n'est pas du tout les stratégies qui sont employées par les espèces animales. Alors, parfois l'adaptation ne marche pas. Et en particulier chez les gens qui ne sont pas, chez les espèces qui ne sont pas génétiquement adaptées à l'altitude, et donc se développent des pathologies. Des pathologies d'altitude, juste une diapo pour vous montrer ce que c'est le mal des montagnes, donc le mal aigu des montagnes, l'œdème pulmonaire ou l'œdème cérébral, donc ce sont des manifestations aiguës de systèmes qui font l'objet de la pression évolutive. Donc le débit sanguin cérébral est augmenté, ça donne mal à la tête. Il y a une vasoconstriction pulmonaire hypoxique, ça donne une hypertension artérielle pulmonaire qui peut se traduire par un œdème pulmonaire, etc. Donc là, c'est un défaut de mise en jeu ou une trop forte mise en jeu, finalement, des mécanismes d'acclimatation à l'altitude. Ça, c'est en aigu. Et en chronique, eh bien, vous pouvez développer ce qu'on appelle le mal chronique des montagnes. En fait, c'est une polyglobulie excessive. Les gens se mettent à avoir trop de globules rouges. Et c'est le cas en particulier des Andins, des habitants de l'altiplano andin, pour lesquels 10 à 15% de la population peuvent développer cette polyglobulie qu'on appelle la maladie de Monge et qui est liée à une hémoglobine fortement augmentée, mais aussi liée à une diminution de la chémosensibilité à l'hypoxie. Alors, quelques images. Bon, c'est pas facile de prendre une image de mal de tête, hein, parce que c'est le symptôme principal du mal des montagnes. Donc, vous voyez, souvent, il y a de l'œdème facial. Là, vous voyez, j'ai cette dame. Il peut y avoir de l'œdème pulmonaire ici. Il peut y avoir de l'œdème cérébral. Voilà. Donc, ce sont des manifestations aiguës qui sont parfois mortelles en ce qui concerne l'œdème pulmonaire et cérébral. Pour la pathologie chronique, donc le mal chronique des montagnes, la maladie de Monge, c'est le professeur Carlos Monge qui a décrit pour la première fois cette maladie chez les Péruviens. Donc, c'est une polyglobulie extrêmement sévère avec des hématocrites qui peuvent monter à 85%. Donc, vous voyez, ça fait que le sang a une viscosité très, très élevée, ce qui peut entraîner finalement une insuffisance cardiaque, des accidents vasculaires cérébraux, etc. Souvent une hypertension artérielle pulmonaire
Et donc l'évolution, comme je vous dis, est souvent négative avec une insuffisance cardiaque, des accidents vasculaires cérébraux. C'est beaucoup plus fréquent chez les hommes, mais on le rencontre aussi chez les femmes ménopausées, vraisemblablement parce que vous savez que la réponse à l'hypoxie diminue chez les femmes ménopausées, leur ventilation diminue du fait de la baisse de certaines hormones, et donc elles se défendent moins bien contre l'hypoxie. Alors, ça nous amène à une étude qu'on a réalisée il y a quelques années, qu'on poursuit sur la génétique de cette maladie. Et pour ça, il faut commencer par comparer les différentes populations humaines qui vivent en haute altitude de façon permanente. Alors, il y a 3 endroits principaux, donc l'altiplano andin, le Pérou, la Bolivie, le nord du Chili, l'Équateur, etc. L'Asie avec le plateau tibétain, le Tibet, le Népal, etc. Voilà, la Chine. L'Est de l'Afrique, les hauts plateaux éthiopiens, kenyans, etc. Et puis un petit peu aussi le Colorado, mais ça représente beaucoup moins de personnes. Au total, on estime à 140, 150 millions de personnes, ceux qui vivent de façon permanente au-dessus de 2500 mètres d'altitude. Alors, il y a une grosse différence entre ces différentes personnes, c'est que au Tibet, on a retrouvé récemment, je vais vous montrer une photo, des traces de dénisoviens, une mâchoire de dénisoviens qui étaient sur les hauts plateaux tibétains. Donc, depuis très très longtemps, 160 000 ans, vraisemblablement, il y a eu des gens qui se sont baladés sur les hauts plateaux d'altitude dans l'Altaï. Mais actuellement, ce qu'on sait, c'est qu'on retrouve des traces vraiment de populations, de villages sur les hauts plateaux tibétains de moins 40 000 ans environ. À comparer aux 10 000 ans des Andins, des natifs des Andes, qui eux sont venus d'Asie, ont passé le détroit de Bering, sont passés par l'Amérique du Nord, et quand l'Amérique centrale s'est formée, finalement sont passés en Amérique du Sud, et ont peuplé ces zones-là. Donc vous voyez, il y a quand même une grosse différence, et c'est important sur le plan d'évolution, entre 10 000 ans et 40 000 ans. 40 000 ans, on a un petit peu plus le temps de s'adapter au manque d'oxygène. D'autant plus qu'il y a une grosse différence aussi entre ces deux populations, c'est qu'il y a 500 ans, nos copains espagnols et d'autres sont venus s'installer en Amérique du Sud et donc ont mélangé leurs gènes d'Européens natifs du niveau de la mer avec les gènes des Andins qui vivaient dans ces plateaux-là. Alors qu'au Tibet, cette zone-là était très préservée, très isolée de tout le reste. Il y a eu très peu d'échanges finalement, soit avec l'Inde, parce qu'il y avait la barrière de l'Himalaya, soit même avec la Chine de l'Est, donc qui était plus au niveau de la mer, et même avec le Nord. Donc très peu de contacts, très peu de mélange, alors qu'ici, évidemment, un très fort mélange avec les gènes européens. Voilà, ça c'était un papier qui était sorti en 2019 sur un dénisovien qui avait été trouvé au Tibet, donc qui peut faire penser que certains gènes d'adaptation à l'altitude des Tibétains actuels peuvent venir éventuellement de dénisoviens. Alors, cette maladie de Monge, on s'y est donc particulièrement intéressé parce que, faut voir, une chose que je n'ai pas dit, c'est que les gens qui vivent dans les Andes, ils développent la maladie de Monge, mais pas les Tibétains. Les Tibétains, il y en a très peu qui développent cette maladie. Donc on s'est dit, est-ce qu'il y a une différence génétique entre les deux? Est-ce qu'il y a une différence entre les gens qui développent cette maladie ou pas? Et donc ça nous a amené à une étude sur cette maladie de Monge, que je résume. Alors ça aussi c'est un schéma un peu compliqué, mais finalement c'est simple à suivre. L'hypoxie entraîne une baisse de la saturation en oxygène, qui va stimuler l'érythropoïétine, la moelle osseuse, produire plein de globules rouges, augmenter la viscosité sanguine, entraîner une hypertension systémique et pulmonaire et favoriser la survenue d'insuffisance cardiaque et d'accidents neurologiques. La baisse de la saturation, donc l'hypoxémie, va stimuler les chémorécepteurs, stimule la ventilation, mais là, il y a deux choses qui peuvent apparaître, les apnées du sommeil, qui peuvent être fréquentes dans ces populations et qui vont altérer la ventilation, et l'obésité, qui est un autre facteur de risque important qui va diminuer la ventilation.
Et donc là, ça peut impacter sur la saturation en oxygène. Et l'hypoxémie, donc la baisse d'oxygène, va aussi entraîner une action directe sur la circulation pulmonaire en entraînant une vasoconstriction, un remodelage, donc une hypertension. Donc on a été faire une étude au Pérou, dans cette ville qui s'appelle Cerro de Pasco, qui est située à 4300 mètres, qui avait à l'époque 72 000 habitants, et dans laquelle la prévalence de la maladie chronique des montagnes était de 15%. Donc à peu près, il y avait 10 000 personnes qui souffraient de cette maladie. Alors c'est une ville, vous voyez une photo ici, c'est une ville minière en fait, qui a été créée il y a très longtemps, au XVIIIe siècle, et il y a une mine de cuivre, avant il y avait de l'or, maintenant il y a du cuivre, et donc les gens habitent en permanence ici à 4300 mètres, et ils travaillent, ils font des enfants, il y a même un marathon qu'on court à 4300 mètres, et vous voyez qu'il y a 15% de la population qui souffre de cette maladie. Plus on habite haut, plus l'incidence est forte. Vous voyez, à Huaraz, qui est à 3002, ce n'est que de 5%, à Cusco, à 3004, 5,5%, et à Puno, 3008, 7,5%. Récemment, il y a une équipe française de Grenoble qui a été faire une étude dans une mine à proximité du lac Titicaca, ici, qui est situé à plus de 5000 mètres d'altitude, et ils ont trouvé un taux d'incidence, mais qui était très élevé, entre 20 et 30% de gens qui souffraient de cette maladie. Et la différence, c'est qu'ils venaient dans cette mine pour travailler, mais ils n'y restaient jamais très longtemps. Ils venaient juste pour gagner un peu d'argent et ensuite ils repartaient chez eux. Alors qu'ici, les gens vivent en permanence et donc cette polyglobulie est stable. Alors, qu'est-ce qu'a donné l'étude génotypique de cette population? Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce genre de graphique. C'est un graphique qui représente des populations ethniques mondiales différentes, avec des couleurs différentes, suivant plusieurs axes, en faisant la combinaison d'un certain nombre de gènes. Je ne rentre pas dans les détails. Et donc, vous avez par exemple ici les Africains. Les Africains, là, sont en rouge, ici. Vous avez les Européens qui sont en vert, ici. Vous avez les Asiatiques qui sont ici. Ouais. Et vous avez ici des Américains. Voilà. Et donc, notre population de maladie de Monge qui vit à Cerro de Pasco, ce sont les petits points noirs ici. Vous voyez, ce sont des petits points noirs, là. Donc, ils sont proches des Américains, ici. Vous voyez. Mais il y a une traînée de comètes, vous voyez. Il y a certains points qui sont proches des Américains. Oui, les Américains sont là, c'est pas ceux-là. Excusez-moi, je me suis trompé. Les Américains, c'est là. Donc, ils sont proches des Américains, mais certains vont là, vous voyez, qui se rapprochent un peu des Européens. Pareil aussi sur ce plan-là, vous avez des patients qui sont ici, mais il y en a quelques-uns qui se rapprochent un peu des Européens. Et c'est normal, puisque finalement, il y a un mélange entre les deux. Ici, vous voyez la proportion d'admission de gènes européens parmi les contrôles, donc les gens sains, et les malades. Vous voyez, en vert, c'est la proportion de gènes européens, et ici, gènes européens, et en bleu, de gènes américains. Et on s'aperçoit que finalement, il y a une tendance à ce qu'il y ait dans les malades plus de gènes européens, vous voyez, de la surface du vert ici un peu plus forte qu'ici, que dans les contrôles. Alors, ça ne sort pas statistiquement, mais c'est intéressant de voir que cette tendance, ce qui fait que, voilà, encore une fois, les Européens sont venus il y a 500 ans, mélanger nos gènes absolument pas adaptés à l'altitude avec des gènes natifs américains qui étaient peut-être en train de s'adapter dans l'évolution depuis 10 000 ans à l'altitude, mais chez lesquels on les a finalement, entre guillemets, empêchés de s'adapter en leur donnant nos gènes européens de natifs du niveau de la mer. Alors, si on regarde les gènes qui seraient différents maintenant entre les malades et les non-malades, c'est une représentation, vous voyez les 23 chromosomes ici, et dès que vous avez des points qui dépassent cette ligne-là, ça veut dire qu'il y a une différence significative entre les patients et les normaux. Et donc, vous voyez que là où il y a des flèches rouges, ça dépasse un petit peu cette ligne rouge, et en particulier sur le chromosome 12, ici, on a un endroit, on a un variant qui est significativement différent entre les malades et les normaux.
Et le gène d'à côté, c'est un gène qui s'appelle AEBP2, qui en fait a un rôle dans la croissance de la crête neurale. Et donc, il se trouve que les cellules qui produisent l'érythropoïétine dans le rein sont issues de la crête neurale au niveau embryologique. Et ça, c'est tout à fait intéressant de voir qu'il y a peut-être une mutation, enfin, pas une mutation, mais il y a un variant qui est plus fréquent chez les patients que chez les gens normaux qui vivent à 4300 mètres d'altitude et qui touchent justement cette synthèse de globules rouges via la crête neurale. Puis il y a d'autres gènes aussi qui sont aussi intéressants. Alors, au-delà de l'ADN, on a regardé aussi l'ARN, c'est-à-dire l'expression de ces gènes en regardant la différence entre les malades qui sont en rouge et les bien portants qui sont en bleu. Et on voit qu'il y a des différences significatives qui apparaissent aussi pour AEBP2 au niveau de l'expression de ces gènes pour les 4 gènes qu'on a trouvés et surtout pour AEBP2. Donc actuellement, on va faire un séquençage complet du gène de certain nombre de ces patients et des contrôles pour voir si ça correspond vraiment à quelle modification dans le gène qui pourrait expliquer cette tolérance ou non à l'altitude. Mais alors, donc, pour résumer, je dirais que cette maladie de désadaptation à l'altitude, c'est associé bien sûr à une faible saturation, un fort IMC, ne pas oublier que l'IMC, enfin, l'obésité est un facteur de risque, un peu ce qu'on voit aussi sur le Covid là, en ce moment. Certains gènes semblent associés donc à un hématocrite élevé, donc en particulier AEBP2 sur le chromosome 12, qui joue un rôle dans la formation de la crête neurale. Et on ne peut pas, même si on n'a pas de preuves pour le moment, mais on pourrait dire qu'une introgression de gènes européens aurait pu jouer un rôle dans la désadaptation de la vie en altitude chez les Andins. Alors, si on compare aux Tibétains, c'est très intéressant parce que les études qui ont été faites sur les Tibétains ont montré qu'il y avait vraiment une différence génétique entre des Tibétains et des Han, qui sont des Chinois qui vivent au niveau de la mer, sur des gènes EPAS1, IF2 alpha ou PHD2, qui sont des gènes, vous voyez, on retrouve IF ici, c'est IF2, mais c'est quand même des gènes qui ont un rapport avec le transport d'oxygène dans la cellule. Et là, on a trouvé des différences très nettes entre les Tibétains et les natifs du niveau de la mer. Et on ne retrouve absolument pas ça chez les Andins. Donc, est-ce que c'est parce que, justement, ils n'ont pas été depuis assez longtemps en altitude? Est-ce que c'est une stratégie différente? On ne sait pas, mais en tout cas, ils se différencient très nettement. Les Andins se différencient très nettement des Tibétains. Ils n'ont pas ces signaux impliquant les gènes de transport de l'oxygène. Alors, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que les gènes candidats qui n'étaient pas soumis à une sélection naturelle forte, c'est-à-dire que ces gènes qui paraissent différents entre les malades et les non-malades, en fait, ça ne provient pas d'une sélection naturelle et c'est normal dans la mesure où le mal chronique des montagnes survient tardivement dans la vie, c'est-à-dire qu'une fois que les gens ont fait les enfants, donc la maladie ne peut pas avoir une influence sur la descendance, vous voyez ce que je veux dire, contrairement à d'autres gènes qui peuvent s'exprimer plus tôt dans la vie. Là, ces maladies arrivent plutôt vers 40 ans, 45 ans, voire après la ménopause chez la femme, donc n'interviennent pas dans la capacité d'une population à transmettre le gène dans la descendance. Et donc, l'expression de l'ARN a confirmé le rôle potentiel de ces gènes candidats. Et donc, comme je vous disais, on est en train de mettre en place un séquençage complet. Bon, ça prend du temps parce que ça coûte cher quand même, si on veut le faire sur une centaine de personnes pour vraiment pointer du doigt quels sont les gènes impliqués dans cette désadaptation à l'altitude. Voilà, donc, dernière diapositive pour résumer en disant que alors, l'hypoxie, c'est vraiment en fait le seul environnement extrême pour lequel l'organisme humain est capable de développer des mécanismes d'acclimatation. Je n'ai pas parlé du froid, je n'ai pas parlé d'autres environnements extrêmes. Le froid, on s'adapte. La thermorégulation, c'est joli, mais ça ne marche pas. Pour le froid, ce qu'il faut, c'est s'habiller, se protéger, etc. Alors que l'hypoxie, on peut arriver au sommet de l'Everest. Certes, il faut du temps, il faut mettre en place des mécanismes, mais on peut y arriver. Les stratégies d'adaptation sont extrêmement variées.
est particulièrement efficace chez certaines espèces animales. On a vu le lama, le yak, l'oie cendrée, parce que ces espèces animales eh bien, ont profité de l'évolution et sont en altitude depuis plusieurs millions d'années. Et dans l'espèce humaine, pour le moment, le seul témoignage d'adaptation d'avantages génétiques serait chez les Tibétains sur le IF2-alpha, donc sur le transport d'oxygène. On ne le retrouve pas chez les Andins, donc ces mécanismes qui protégeraient contre les pathologies chroniques comme la maladie de Monge que l'on observe chez les Andins qui résident de façon permanente à la haute altitude. Merci Jean-Paul